Nous sommes donc à Caen, dans le quartier de la Grâce de Dieu, une barre de 120 mètres de long, 11 mètres d'épaisseur, le tout sur 8 étages. C'est la barre, le prototype édifié dans les années 60, tout autour d'autres barres érigées à la même période qui ont été, pour certaines démolies, 540 logements, ou rénovées avec une isolation thermique extérieure. Beaucoup de nouveaux programmes sont venus s'ajouter dans ce quartier de la Grâce de Dieu, notamment entre 2006 et 2015 dans le cadre de la rénovation urbaine soutenue par l'ANRU. Et puis cet immeuble, l'immeuble Langevin, qui était lui aussi promis à la démolition, il y a finalement eu un changement de stratégie en 2021 et il a été décidé de conserver et de transformer cet immeuble très en profondeur. Donc il était demandé au concepteur de découper les 107 logements, principalement des T3 et des T4, en petits appartements avec des espaces extérieurs, avec cette particularité d'articuler des logements étudiants et des logements seniors. Une partie devait être réservée à l'accès à la propriété. Et puis, il fallait aussi que vous, les concepteurs, imaginiez des espaces collectifs mutualisés, des activités et des services, et notamment dans le socle. Le tout avec un haut niveau d'exigence en matière de réemploi et de recours aux matériaux biosourcés. Et l'idée étant de pouvoir répliquer tout ce savoir-faire à d'autres bars du quartier. Marc Toff, et vous êtes seul finalement, agence Sergison Bates, vous êtes des Anglais. C'est assez réjouissant de lire votre manifeste et votre présentation parce que alors il y a des mots comme ça qui explosent au fil des slides: optimisme, confiance, résilience. On a l'impression que cette barre des années 60 vous a enchanté. Thank you. I mean, we end this process as we started, which is resolutely optimistic. And I think it's a process that's been optimistic from the beginning, from the very first shared diagnostic phase, which I think uniquely for a competition we did as 3 teams working together, in competition but together. But also we brought that optimism to the way we look at the site and look at the project. We start with a kind of belief, if you like, in what already is there, for what we find. Not only the fabric, but also the lives that it contains. And perhaps more than that, the original ideas behind the architecture, behind the urbanism. We approach what we find with an optimism that it has value, what's already there. We can learn a lot by looking carefully, but that doesn't tell us everything. We start with this notion of trust in what is already there, but it's not a blind trust. It's a trust that involves turning over, investigating and researching. It makes us ask, how do we add? How do we adapt? They're all informed by this careful looking and by listening as well, listening to the lived experience of the people. We try and engage with the reality of inhabitation, not a kind of abstract or conceptual position. So from this, we develop proposals that we find reinforce the original intentions, reveal the original facade, its plastic and material qualities. If you like, we think the building has got good bones. And from that, we develop a resilient project, a building ready to face tomorrow's climates. Above the ground, we make a proposal that reorganizes what we find. We make homes that are passively ventilated, intelligently organized, to share space, making the most of what's already constructed, and adding thoughtfully, by adding a new layer behind what we find, behind the existing facade of timber and hemp. Meanwhile, at the ground, we make the biggest adjustments
to the socle, as was explained in the introduction. And at that point, I'm going to hand over, very well timed. Sorry for the delay, excusez-moi pour mon retard. J'avais perdu mon téléphone tout simplement. Je prends la suite en français pour expliquer cette question d'accroche dans le quartier et sur le sol, le quartier de la grâce de Dieu. C'était aussi des liens en fait, qu'on a tissés avec le jury citoyen, les habitants qui ont porté avec nous nos propositions et un travail sur le sol, je disais, et la relation entre le socle et le paysage. Dans la question du faire avec, on a travaillé donc avec un historien, Richard Klein, mais le paysagiste s'est aussi intéressé au travail de Jacques Sgar, qui est à l'origine en fait, de cet aménagement. Et on a cherché à tisser des liens entre le travail d'origine et notre proposition. Peut-être qu'on peut passer, voilà, la diapositive suivante qui illustre en fait sur la représentation de l'axonométrie, ces liens est-ouest qu'on a renforcés avec l'aménagement aussi de jardins potagers, d'un théâtre de verdure, des aménagements qui viennent s'insérer dans le projet d'origine. Et dans le socle, un travail qui a été mené avec Courtoisie Urbaine sur des propositions de programmes après consultation des habitants, bureaux, des workshops, une laverie citoyenne, le gîte urbain, mais aussi la maison des générations, qui est l'idée de cette excroissance que vous voyez du socle vers le parc et qui propose d'abriter les habitants avec les populations du quartier. Je reprends mon souffle, excusez-moi. Et pour terminer, peut-être sur cette vue ici, dans l'idée que ce partage, cet esprit du collectif se poursuit aussi au niveau des logements et au niveau des seuils. Donc là, plus particulièrement dans ces entre-deux, entre le logement, la circulation verticale, la circulation horizontale et la façade préservée. Donc un travail d'évidement, parce qu'on a procédé de cette manière-là par rapport au projet, au bâtiment d'origine, creuser dans la matière, révéler en fait ces façades, ces structures porteuses aussi, avec ces systèmes estiaux que l'on a étudiés dans le cadre de nos recherches avec Richard Klein, et comment rendre cet espace joyeux, heureux, optimiste pour les habitants, des lieux de rencontre et de partage, animés par la couleur, puisqu'on a aussi travaillé sur la question de la couleur, comme les modernistes l'avaient aussi proposé à l'époque. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Hélène Hart et Marc Teuf, Serge Bates. Manon Fougerousse, agence Line, donc une agence allemande. Vous êtes, partie, il me semble, de la ville légère pour travailler ce projet. Alors oui. Excusez-moi. Voilà, ça va venir. Ah non, précédent. Voilà. Alors oui, on est parti à partir de la ville légère. C'est un concept qu'on avait commencé à développer autour des ateliers du Grand Paris en 2010 et qu'on a continué et avoir eu la chance de continuer à développer autour des quartiers de demain et qui nous demande en réalité à réfléchir à qu'est-ce que la métropole de demain. Donc, qu'est-ce que c'est la ville légère ? Ça vient en association avec la ville dense, qui sont les centres-villes historiques européens. Derrière nous, on voit Caen avant la Seconde Guerre mondiale et le quartier de la Grâce de Dieu sur lequel on a travaillé. Et donc, on voulait commencer à changer un petit peu cette idée de la sémantique. Donc, il y a la ville dense et la ville non dense, donc tout ce qui est hors centre-ville. Et donc, la création d'un nouveau terme, d'où la création du terme la ville légère.
Pour nous, la barre du Langevin, ça a été une opportunité, un prototype de réflexion à une échelle télescopique entre la ville légère et la typologie de la barre. Voilà. La ville légère et la ville dense, c'est deux états de la ville qui sont valables et complémentaires. Et cette ville légère, c'est un tissu urbain qui fonctionne selon une structure rhizomique. Donc ça veut dire que c'est une structure non hiérarchique. Ici, on veut commencer un petit peu à inverser le dogme de la ville monocentrique et se poser la question sur une ville polycentrique à multiples opportunités. Et le quartier de la Grâce de Dieu devient un nouveau centre d'impulsion urbaine autour d'une urbanité héritée de l'utopie moderniste. Et donc, dans cette ville légère, on retrouve différents types de tissus, dont les grands quartiers, les grands ensembles qui font partie de cette fabrique de la ville légère, dont nous avons développé autour de la barre du Langevin. Donc, on retrouve dans cette ville légère un type d'urbanité qu'on sent qui est présente dans la ville légère et dans les grands ensembles et qu'il faut réclamer. Et on appelle ça une urbanité médiane. C'est un vrai état positif de la ville qui est marqué, cette urbanité légère, elle est marquée par cette horizontalité qui est morcelée, particulièrement des grands ensembles, avec cette horizontalité qui est associée à une monumentalité qui compose les objets des grands ensembles. Et pour nous, on voit un peu notre travail comme des tisseurs. On est des tisserands urbains et des architectes qui tissent avec un travail, avec des actions ponctuelles et un travail d'acupuncture. Et donc, tisser l'urbanité médiane, c'est tisser autour de ce qui est là. Donc ici, c'est l'objet de la barre. Et donc, on est sur une quête du beau. Donc, on veut trouver dans l'existant, ici, l'objet de la barre qui a été perçu longtemps comme un vrai élément négatif et lui réattribuer cette urbanité spécifique, contrôlée et qui impulserait une nouvelle vision de la ville. Donc, on a développé autour de ça des outils architecturaux et urbains, si j'arrive, voilà. Donc, deux grands outils pour nous, et deux grands concepts qui nous semblent essentiels à l'activation de la ville légère et de cette urbanité médiane. Le premier, c'est le socle productif. Donc, le socle productif, c'est le vrai nœud du rhizome, c'est la nouvelle centralité. C'est un socle qui doit être épais, réversible et capable, qui est fondé sur l'usage et non sur la spéculation d'une économie locale et aux usages collectifs. C'est une vraie interface entre l'active et qui active entre l'espace public et l'espace bâti. Et le socle productif ici du Langevin, on l'a vu comme on veut créer une vraie polarité dans la grâce de Dieu, d'une production qui doit être matérielle et immatérielle, car aujourd'hui dans les villes du XXIe siècle, on doit continuer à produire, mais on doit produire différemment. Et donc, ça doit devenir un catalyseur pour les habitants du quartier, mais aussi un outil d'attraction à l'échelle métropolitaine. Le deuxième concept, c'est le concept de l'habité élastique. Donc, l'habité élastique, les grands ensembles modernistes, ils ont été construits sur une dichotomie forte, séparative entre l'habiter et produire. Et nous, aujourd'hui, on veut re-questionner complètement ce concept et créer un triptyque qui se répond, qui se miroire entre faire, échanger et habiter. Donc l'habité élastique, il se concentre sur des seuils qui ne nous séparent plus, mais qui nous invitent. Il y a un chez moi, mais il y a un chez nous aussi. Et ce chez nous, il se lie à travers des communs formels et des communs informels. C'est la création d'espaces modulables au sein de chez soi, avec le passage d'une pièce qui devient un espace de télétravail ou bien un espace de repas ou une chambre d'amis ponctuellement. Et donc, habiter, ça devient un vrai geste souple. Pour conclure, la chose qui a été importante, et lors de notre première intervention, il y a 9 mois, on vous a parlé de ce concept qui nous tient à cœur, qui est le concept de la rémanence. La rémanence, c'est dans cette continuité du quête du beau, c'est de ce qui est là, de ce qui existe. Et pour nous, la rémanence, elle existe autour de forces existantes. Ces forces existantes, c'est les habitants qui habitent ces quartiers, c'est les associations avec qui on a travaillé à travers le jury citoyen. C'est le bâti aussi qui a une histoire avec ce squelette fort, cette façon de construire, cette sérialité déjà existante, ce squelette patrimonial.
mais aussi ce tissu urbain existant dont on a discuté déjà pas mal avant. Et donc, pour conclure, la rémanence, pour nous, c'est une réverbération au travers du temps. C'est un espèce de miroir tridimensionnel entre passé, présent et futur. C'est projeter un futur proche. On n'est pas là pour faire de la science-fiction. On est là pour répondre à des besoins d'aujourd'hui et de demain sur un bâtiment de passé. Mais cette réponse architecturale et urbaine, elle doit contenir l'adaptabilité pour des défis aussi de demain et sa flexibilité. Merci beaucoup Manon Fougerous, Agence Line. Hélène Latour et Valentin Bernard, Agence La Soda, et Erwan Bonduel, donc vous êtes les lauréats de ce site. Vous avez intitulé votre manifeste pour des futurs désirables, et c'était votre question, comment redésirer cette architecture-là ? Alors c'est vrai que cette question de créer des futurs désirables, c'est une question qu'on s'est posée un peu dès le départ, de manière un peu intuitive. Comment ces quartiers qui ont représenté la modernité avec un grand M, qui ont apporté un niveau de confort sans précédent, comment on peut aujourd'hui leur redonner de la valeur, leur redonner de la désirabilité, et notamment dans un contexte de crise écologique et sociale. Faire émerger des futurs désirables, ça passe un peu par modifier la perception que l'on a ou que l'on donne de ces quartiers, mais il s'agit surtout, d'après nous, et c'est ce qu'on a essayé de faire à Caen, il s'agit de montrer leur capacité à ouvrir la voie vers un autre imaginaire urbain, davantage tourné vers l'expérimentation et une forme d'écologie populaire, une écologie ancrée dans la vie des habitants, accessible, ouverte, pensée à partir du quotidien, des ressources locales, des besoins réels. Alors cette démarche, elle nécessite un soutien politique affirmé, non pas pour reproduire des logiques top-down d'aménagement, de normalisation, d'homogénéisation, mais bien pour accompagner les initiatives de terrain, réorienter aussi les moyens existants et notamment ceux de l'ANRU vers des projets de transition intégrant l'expérimentation sociale et écologique en lien avec les ressources et les dynamiques déjà présentes sur le terrain. Alors, bien avant de dessiner, au début, en phase diagnostic, on a commencé par un travail sur un certain nombre de thématiques, une quinzaine, certaines très théoriques, d'autres plus transversales, mais qui nous semblaient embrasser, on va dire, l'ensemble des enjeux portés par ces QPV et de la transformation en fait de ce morceau de patrimoine, de modernisme un peu ordinaire dont on héritait. Et c'est ce travail initial que nous avons réorganisé et étoffé pour mettre en forme notre manifeste. Alors ce manifeste s'intitule effectivement pour des futurs désirables. Il s'organise autour de 8 enjeux majeurs qui sont autant de leviers d'action pour transformer ces quartiers et surtout la politique dans ces quartiers pour créer ces futurs désirables. Nous avons choisi d'évoquer très brièvement 3 de ces chapitres actions, de leur apport théorique à leur implication dans le projet. Je vais laisser Valentin et Erwan vous les présenter. Alors le premier chapitre qu'on souhaite aborder ici, c'est ancrer. En fait, il s'agit pour nous de considérer que lorsqu'on aborde un petit peu ces territoires bâtis, des grands ensembles, c'est comment les faire atterrir dans leur territoire. Et pour nous, il s'agit d'une question d'un double ancrage. Un ancrage à la fois du côté de la maîtrise d'œuvre, de l'architecte, qui vise à ne pas être hors sol. Et pour cela, il s'agit de travailler avec les conditions réelles, physiques, climatiques, structurelles, sociales, humaines. Et en miroir, effectivement, d'ancrer l'habitant dans son quartier. Alors pour cela, tout au long du manifeste, on a beaucoup lu et on a été fortement inspiré des notions de biorégion de Mathias Rollo et également de zone critique de Jérôme Guillermet. Et nous avons aussi tâché de mener tout un travail de démarche participative, un peu comme le fait Bruno Latour dans Où atterrir.
Tout ceci en fait mène à un travail un petit peu d'un espace, d'un projet commun pour tous, et c'est ce qu'on a voulu un petit peu mettre en place au Langevin au travers de la Maison du Vivant. Alors, la Maison du Vivant, c'est un espace hybride et collectif qui est à la fois dans le socle actif et au-delà. Et cet espace, il est à la fois dans une forme de production sociale, écologique, sociétale, culturelle, qui vise à développer une certaine forme d'autonomie aux habitants. Le deuxième chapitre, et donc je vais lire pour être un peu plus rapide, ce chapitre explore l'idée de repenser nos manières d'habiter en articulant confort individuel, qualité de vie collective et relations sensibles au territoire, afin de dépasser la simple logique du logement pour habiter ensemble confortablement. Réhabiter s'intéresse à des notions de plaisir d'habiter, de porosité et d'immeubles pluriels, en proposant notamment l'amplification programmatique comme utopie renouvelée des grands ensembles, ou comment passer d'une barre monofonctionnelle à un immeuble pluriel, qui combine logement diversifié, services, espaces culturels et lieux partagés, et où la porosité et la mixité programmatique d'usage deviennent des leviers de vitalité sociale et urbaine. À Caen, l'ambition est de transformer l'immeuble Langevin en super Langevin, un bâtiment ressource capable de désir porteur d'un imaginaire collectif renouvelé et de soutenir les transitions écologiques, les pratiques collaboratives et la revalorisation de l'existant. Merci. Une autre petite thématique dont on voulait vous parler ce soir, prendre soin. Alors, prendre soin du vivant, c'est d'abord considérer le sol dans son épaisseur fertile, c'est considérer les possibilités qu'il offre pour des transformations prenant en compte les usages, les différentes échelles de temps et des saisons, et prolonger, activer ou peut-être réactiver un rapport au sensible et au monde environnant. C'est d'une certaine manière une façon de retrouver une sorte de rapport au terroir que la modernité aurait effacé. Jacques Sgard, on en parlait tout à l'heure, le paysagiste de la grâce de Dieu, mais c'est aussi celui de la cité des 4000 à la Courneuve, évoque que le chantier de projet à grande échelle supprime précisément ces spécificités du site et son paysage associé. Donc cette notion de soin, elle s'incarne aussi notamment dans les programmes, comme tu le disais Valentin, de la Maison du Vivant et de la Fabrique du Langevin aussi, qui est un lieu hybride, mi-laboratoire de matériaux, mi-atelier de construction. Et ces lieux servent de centres d'éducation populaire, alors on en parlait aussi, centrés autour de l'alimentation notamment, mais aussi des lieux d'expérimentation, de partage qui favorisent la participation citoyenne et l'empowerment. On imagine aussi cette notion de soin s'étendre aux bâtiments avec des ateliers de maintenance, des pratiques participatives, dans une forme d'attention quotidienne au lieu pour faire émerger une culture habitante et un attachement à un certain environnement. C'est une démarche qui relie durabilité, autonomie des habitants, en imaginant l'architecture comme un processus vivant et partagé. Dernière thématique, de la machine à l'outil vers une architecture conviviale. Lacaton Vassal et Frédéric Druot parlent très bien de ces deux modernités parallèles d'après-guerre, celle d'exemples flamboyants, la cité radieuse, la faisanderie, le point du jour, et celle plus grise peut-être comme à la grâce de Dieu qui a davantage répondu à l'urgence des besoins de logements en masse rapidement construits. Donc on hérite d'une certaine manière d'une forme de modernité un peu inachevée, et c'est un peu une chance aujourd'hui puisque on peut proposer de la manière de... Enfin, ça veut dire qu'on peut proposer de la manière de l'achever. De la machine à l'outil vers une architecture conviviale, c'est un des titres des 2 zooms du manifeste. Donc c'est une thématique qui nous semble former ici une assez bonne conclusion à ces 7 minutes qu'on dépasse un peu. Et c'est aussi une manière d'énoncer une forme d'attitude. Une attitude qui serait peut-être en alternative d'une machine à habiter moderne, standardisée et autonome. On s'intéresse ici plutôt à une approche plus low-tech qui propose de replacer les habitants au centre du processus en leur donnant de la capacité de manipuler, de comprendre et entretenir leur cadre de vie. En défendant aussi une architecture outil, évolutive, lisible et flexible. Donc c'est une approche qui plaide pour une pratique fondée sur le soin, la maintenance et la participation. Une façon de redonner du sens et du pouvoir à l'acte d'habiter. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Erwan Mondouel. Et merci à tous les 6. Merci. Ne bougez pas, c'est l'heure de la photo.
Les élus, oui, pardon. Excusez-moi. Les élus sont attendus sur scène pour la photo. Et le préfet, bien sûr.